Hands up. Police. Hands up. Man, Flynn. Put on your side. I'm with you. Bravo, push left. Right. On your reach, we're up. Yep. Hands up. Push in Take the the room. room. Take the room. Take the room. Go with me. Imaginez une ville qui se réveille au grondement des SUV blindés et à la lueur implacable des hélicoptères de police fendant la nuit, pour découvrir que les rues de San Pedro, Californie, sont sur le point de devenir la ligne de front de la plus grande opération contre un cartel de l'histoire des États-Unis. Aux premières heures du 7 octobre 2025, le FBI et le LAPT ont convergé vers une planque du CJNG qui avait longtemps servi de centre nerveux à El Mancho, le baron de la drogue le plus recherché au monde. L'opération n'était pas un simple raid de plus. C'était le moment où les forces de l'ordre ont enfin acculé un fantôme que tout le monde croyait intouchable. Des projecteurs crépitant au-dessus au pas synchronisé des agents dans les rues étroites, voici l'histoire qui a provoqué des ondes de choc à la fois au Mexique et aux États-Unis. Restez avec nous alors que nous analysons chaque rebondissement de l'arrestation dramatique qui a marqué la fin du règne d'El Mancho, adieu, pour toujours. L'air nocturne au-dessus de San Pedro était calme, presque silencieux, lorsque la première lueur bleue est apparue à l'horizon. Un grondement sourd de moteur s'est répandu dans les rues, un son qui semblait ordinaire jusqu'à ce qu'on le reconnaisse comme la plainte inimitable des hélicoptères de police. Leur rotor découpait l'obscurité, transformant le ciel en une lueur blanche frénétique, comme si un projecteur s'était allumé sur une scène pour un public qui n'avait jamais vu une telle représentation auparavant. La communauté portuaire de la ville, habituellement un mosaïque de pêcheurs, de petites entreprises et de noctambules tranquilles, est soudain devenue un champ de bataille d'agents fédéraux, de policiers locaux et d'unités tactiques spécialisées. Aux premières heures du 7 octobre 2025, les rues ont explosé en mouvements coordonnés. Des véhicules blindés ont secoué les avenues étroites tandis qu'une légion d'agents fédéraux, en tenue tactique complète, avançait avec une précision tacite qui démentait le chaos extérieur. Ce n'était pas une saisie de drogue de routine ni un balayage mine, l'objectif était simple mais monumental. Faire tomber un empire criminel qui, pendant des années, avait opéré avec une quasi-anonymat mythique, ses dirigeants dissimulés derrière des couches de corruption et de peur. Au cœur de cet empire se trouvait un gang de rue qui avait évolué en une organisation à plusieurs niveaux. Le gang Rancho San Pedro, autrefois un groupe de quartier local, était devenu une corporation structurée avec 6 sous-groupes distincts, chacun fonctionnant comme une division au sein d'une entreprise plus grande. Certains de ces sous-groupes étaient des cliques entièrement féminines, soulignant la diversité et la profondeur de ses membres. Le gang n'était pas autonome. Il opérait sous le commandement de la mafia mexicaine, un syndicat basé en prison qui exerce depuis longtemps un contrôle sur les gangs de rue à travers le sud de la Californie. Par un système de taxation et d'accords territoriaux, la mafia fournissait aux gangs des armes, des drogues et une infrastructure financière, en échange d'une part des profits qui étaient reversés aux dirigeants incarcérés. La relation entre la mafia mexicaine et ses opérateurs de rue était régie par des codes stricts et la peur. Le code de la mafia interdisait la coopération avec les forces de l'ordre, le refus de payer les taxes, ou l'empiètement sur le territoire d'un autre gang. Les violations pouvaient entraîner des représailles brutales, des passages à tabac, des coups, ou même des meurtres purs et simples. Ce système de contrôle était à la fois sophistiqué et impitoyable, un cadre qui permettait aux gangs de rue d'opérer avec la coordination d'une entreprise bien gérée, mais dont la discipline était imposée par la terreur. La plainte fédérale, rendue publique le jour des raids, révélait comment les membres de Rancho San Pedro recevaient des directives directement des dirigeants incarcérés de la mafia mexicaine. Les ordres allaient des instructions pour la collecte des taxes, des directives pour la distribution de drogue, des transferts d'armes à feu, et la nomination de postes de direction au sein de la hiérarchie du gang. En essence, la mafia mexicaine dirigeait une entreprise criminelle depuis l'intérieur des murs de la prison, utilisant les gangs de rue comme ses mains dans le monde extérieur. L'opération Whip Out s'est concentrée sur la haute hier, le raid lui-même fut une symphonie de précision tactique. Les officiers se déplacèrent silencieusement dans les lieux ciblés, sécurisèrent des planques et appréhendèrent des individus qui jusqu'à ce moment détenaient les clés du réseau du gang. 17 personnes furent placées en garde à vue, et 13 furent inculpées de charges fédérales RICO. Chaque arrestation représentait un chapitre clos dans une histoire plus vaste, un instant où la loi rattrapait une ombre qui planait sur Los Angeles depuis des années. L'impact de l'opération se fit sentir au-delà du port. Akil Davis, directeur adjoint du FBI responsable de l'affaire, la qualifia d'échec majeur pour le gang Rancho San Pedro et la mafia mexicaine. Le chef de la police de Los Angeles, Jim McDonald, souligna le caractère collaboratif de l'opération, rappelant au public que des victoires comme celle-ci naissent d'une construction minutieuse de dossiers et d'une coordination interagences. Leur message était clair. Los Angeles ne tolérerait pas les entreprises criminelles violentes, et les forces de l'ordre utiliseraient tous les outils à leur disposition pour les démanteler.
Pourtant, alors que les gros titres à Los Angeles célébraient le succès de l'opération Wipeout, un drame bien plus vaste se déroulait au-delà des frontières, un drame qui s'étendait au-delà du port jusque dans le cœur du Mexique. Le cartel Jalisco Nova Génération, mieux connu sous son acronyme CJNG, était le cartel de drogue le plus puissant et le plus violent au monde. À sa tête se trouvait Necio Ruben Oera Cervantes, un homme qui avait échappé à la capture pendant des décennies, gagnant le surnom d'El Mancho, un fantôme dans le monde du crime organisé. L'histoire d'El Mancho commença dans une petite ville du Mexique, un endroit qui n'offrait guère plus que la possibilité d'une vie meilleure. Il migra aux États-Unis dans les années 1980, en quête d'opportunités, pour se retrouver finalement empêtré dans le milieu criminel. Les expulsions, les condamnations pour délits mineurs liés à la drogue et une série de petits crimes n'étaient que les premiers chapitres d'un récit qui allait bientôt devenir une saga de violence. Son contrôle sur des actifs stratégiques, notamment le port de Manzanillo, en fit une porte d'entrée principale pour les précurseurs chimiques expédiés depuis la Chine. Ces produits chimiques étaient essentiels à la fabrication de méthamphétamine et de fentanyl, des substances qui inondent désormais les États-Unis en quantité stupéfiante, contribuant à la crise des opioïdes qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes chaque année. Le portefeuille du cartel s'étendait au-delà des drogues. Il s'était diversifié dans des rackets d'extorsion visant les entreprises et les agriculteurs, des opérations de traite d'êtres humains qui ne laissaient aucune trace d'empathie, et des schémas sophistiqués de fraude financière qui siphonnaient la richesse vers les mains de la direction du cartel. Toutes ces activités étaient orchestrées dans l'ombre, témoignage du style opérationnel discret d'El Mancho. Il évitait les photographies, les apparitions publiques et toute forme d'exposition médiatique, communiquant par des canaux cryptés et des messagers de confiance. La corruption et la loyauté au sein de son cercle rapproché le maintenaient plusieurs longueurs d'avance sur les forces de l'ordre mexicaines et américaines. Malgré une prime de 15 millions de dollars et un effort concerté des autorités fédérales, étatiques et mexicaines, El Mancho restait introuvable. Il était un fantôme dans la nature sauvage de Jalisco et des zones rurales environnantes, un maître de la tromperie qui se déplaçait entre des planques, restant toujours en avance sur ceux qui le traquaient. La traque de la loi était implacable, mais le réseau labyrinthique qu'il dirigeait, associé à la corruption enracinée dans le système, s'était révélé presque impénétrable. Lorsque les raids à San Pedro prirent fin, les lumières de la ville s'éteignirent et un calme fragile revint dans la communauté portuaire. Les agents, épuisés mais résolus, commencèrent le long processus de traitement des preuves qu'ils avaient recueillies, transformant une nuit de brillance tactique en une affaire qui durerait des années. Ils avaient porté un coup significatif à un empire bâti sur la peur et la violence, mais la guerre plus vaste contre le crime organisé était loin d'eux et cela sert de rappel brutal que, tandis que les victoires sont célébrées, la lutte contre le crime est un combat permanent, une poursuite implacable qui continuera jusqu'à ce que chaque rue, chaque port et chaque coin sombre soit libéré de l'emprise de la violence et de l'influence de ceux qui prospèrent dans son obscurité. À la suite de la campagne inlassable des forces de l'ordre en 2025, la traque d'El Mancho s'est intensifiée, transformant chaque recoin du vaste réseau du cartel en point de surveillance. Les descentes incessantes de la police fédérale criminelle, associées à une montée des échanges de renseignements, ont commencé à révéler des failles qui semblaient autrefois impossibles à percer. La présence autrefois invisible du groupe dans les 32 États mexicains s'est manifestée à travers des communications interceptées et des arrestations soudaines et coordonnées de l'autre côté de la frontière. Ces arrestations n'étaient pas des incidents isolés, mais faisaient partie d'un effort plus vaste et coordonné qui s'étendait jusqu'au cœur des opérations d'El Mancho. Le tournant pour la police mexicaine est survenu lorsque les enquêteurs ont découvert un camp d'entraînement en octobre. Cette installation clandestine, cachée dans les environs reculés d'une petite ville, contenait des armes improvisées, des manuels d'entraînement et de façon choquante, des cartes opérationnelles détaillées des lignes d'approvisionnement du cartel. La découverte du camp, associée à l'arrestation en août d'un chef local du CJNG connu sous le nom d'Elino, a envoyé un signal glaçant mais résolu. Le système était en train d'être démantelé, couche par couche. Pendant ce temps, une cascade d'inculpations très médiatisée a commencé à prendre forme. L'inculpation en février du gang Rancho San Pedro, le même gang qui avait terrorisé la communauté de San Pedro pendant des années, a porté l'histoire locale sur le devant de la scène nationale. Leurs opérations, autrefois considérées comme purement régionales, ont été reliées au réseau plus large du CJNG, démontrant comment l'organisation exploitait les gangs régionaux pour maintenir sa domination. La connexion du gang Rancho San Pedro au groupe Rancho Los Arbol a souligné comment ces petites factions étaient absorbées dans l'économie. Ces saisies étaient bien plus que de simples statistiques. Elles représentaient une attaque directe contre l'approvisionnement en drogue qui empoisonnait les rues américaines. Chaque kilogramme de fentanyl retiré de la circulation pouvait être imaginé comme une vie sauvée, un avenir préservé, une communauté un peu moins hantée par la menace constante de l'overdose. L'impact de telles saisies est palpable dans les quartiers où l'odeur du désespoir chimique persiste, où des familles pleurent la perte d'un enfant à cause d'une overdose, et où la peur de la présence du cartel projette encore une longue ombre. Cependant, au-delà des chiffres, l'histoire de la survie du CJNG témoigne de la capacité d'adaptation du cartel. Malgré la pression croissante des actions des forces de l'ordre,
l'organisation continuait de prospérer dans les 32 États mexicains, maintenant un réseau solide qui s'étendait aux États-Unis. Il ne suffisait pas simplement d'arrêter des opérateurs. Le cartel avait démontré une capacité aiguë à infiltrer et exploiter les structures criminelles existantes, notamment les gangs de rue américains. Ces gangs, opérant sous les noms de Norteno et Surno, sont devenus des vecteurs pour les drogues et les armes du cartel, achetant des fournitures aux États-Unis et menant des opérations au nom du CJNG. Le partenariat entre les cartels mexicains et les gangs de rue américains met en lumière les frontières floues entre la criminalité locale et transnationale, montrant que le problème ne se limite pas à un seul pays ou à un seul groupe. La saga du leadership d'El Mancho, malgré les arrestations très médiatisées, a également révélé un schéma d'alliance stratégique qui compliquait la traque. Des rapports ont émergé en octobre sur la volonté du CJNG de fournir un soutien à la faction Los Chapitos du cartel de Sinaloa au milieu d'une guerre civile interne. En s'alignant avec des factions rivales, le CJNG n'étendait pas seulement son influence, il s'assurait aussi d'avoir des alliés puissants, aussi fragiles ou contestés soient-ils. Ces alliances témoignent de la flexibilité du cartel, un trait qui défait souvent les stratégies simples basées sur les arrestations. Dans cet environnement, la politique américaine faisait face à cette approche faisait suite à des succès antérieurs. Les frappes de septembre contre des bateaux de contrebande qui ont tué plus de 60 terroristes narro présumés. Pourtant, ces actions unilatérales ont accru les tensions diplomatiques. Le gouvernement mexicain, sous la présidence de Chimbal, s'est opposé avec force au déploiement de troupes américaines sur le sol mexicain, insistant sur des démarches collaboratives qui respectent la souveraineté. Cette tension met en lumière l'équilibre délicat entre les mesures de sécurité et les relations diplomatiques, soulignant la complexité de la lutte contre un problème enraciné dans la corruption et la pauvreté. Un examen approfondi des fondements financiers du cartel révèle que chaque saisie est bien plus qu'une simple perte de drogue. La confiscation de milliards de dollars d'actifs, l'emprisonnement de dizaines d'opérateurs de haut rang, et la saisie de pilules contrefaites et de milliers de kilogrammes de drogue représentent des victoires tangibles contre l'épidémie d'opioïdes. Ces chiffres se traduisent par des vies sauvées, des possibilités d'avenir retrouvées, et une réduction du pouvoir économique du cartel. Les déclarations de la DEA soulignent que chaque arrestation représente une vie sauvée, une communauté plus sûre, et un avenir moins susceptible de tomber sous l'emprise mortelle du fentanyl. Pourtant, la lutte contre le CJNG demeure une bataille à plusieurs niveaux. Le partage de renseignements entre les agences américaines et mexicaines est crucial. Des informations exploitables en temps réel sur la localisation d'El Mancho sont la clé pour combler les dernières lacunes. La corruption généralisée au sein des institutions mexicaines, des forces de police locales aux agences fédérales, doit être démantelée. La capacité du cartel à opérer avec une relative impunité provient souvent de fonctionnaires à sa solde. Les enquêtes financières, quant à elles, doivent continuer à cibler les réseaux de blanchiment d'argent qui permettent au cartel de prospérer. La demande sous-jacente aux États-Unis, les raisons pour lesquelles des millions de personnes consomment des drogues illégales, doit être abordée dans le cadre d'une stratégie globale. Les communautés qui ont vécu sous la terreur du gang Rancho San Pedro, les familles à travers le Mexique qui pleurent des disparitions, sans s'attaquer aux causes profondes, la pauvreté, le manque d'opportunités, la corruption, toute victoire tactique sera temporaire. La lutte contre les cartels est une guerre à long terme, non une opération ponctuelle. Au milieu de cette pression incessante, l'histoire d'El Mancho demeure celle de la persévérance et de l'adaptabilité. Même s'il échappe à la capture aujourd'hui, la traque acharnée se poursuivra. Les enquêtes continueront. La poursuite restera inflexible. Et peut-être un jour, la justice mettra enfin un terme au fantôme d'El Mancho, refermant un chapitre qui hante le Mexique et les États-Unis depuis des années. L'opération Wipeout a montré que même un fantôme aussi insaisissable qu'El Mancho peut être traqué lorsque les agences fédérales, locales et internationales unissent leurs forces. Le raid à San Pedro, la saisie de millions de pilules contrefaites et de kilos de fentanyl, ainsi que le démantèlement du centre de commandement du CJNG prouvent que les forces de l'ordre peuvent frapper au cœur de l'empire d'un cartel. Pourtant, l'adaptabilité du cartel, ses liens avec les gangs de rue américains, et la corruption omniprésente qui l'alimente rappellent qu'une arrestation n'est jamais le dernier chapitre. Alors que le monde observe ces fissures s'élargir, la question pressante demeure. Un front uni peut-il enfin faire taire l'écho de l'empire d'El Mancho, ou la lutte contre cette obscurité continuera-t-elle de nous hanter pendant des années ?